Je suis Xavier de Bontride, je suis, journaliste à Rennes, j'ai 53 ans. Je fais le métier, de journaliste économique depuis, presque 30 ans déjà. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire et que j'ai exercé, mais on y reviendra certainement, dans quelques instants, selon des parcours et des formes et des formats, très très variés et très différents et de mon point de vue, très enrichissants. Alors, je suis, effectivement journaliste économique. J'entends par là que je m'intéresse et je me suis toujours intéressé, c'est un peu le fil rouge de mon parcours professionnel, à l'actualité économique, plutôt tournée du côté des acteurs économiques, comme on dit, en sciences éco, plutôt la microéconomie, c'est-à-dire les entreprises, les acteurs de terrain, les hommes et les femmes qui produisent, des richesses, qui inventent, qui innovent. Moi, c'est ce prisme-là qui m'intéresse dans le regard journalistique que je porte sur ces questions économiques. C'est moins les grands enjeux macro sur l'évolution des taux d'intérêt, la charge de la dette, etc. Même si je m'y intéresse parce que c'est un contexte qu'il faut avoir en tête pour comprendre un petit peu le monde dans lequel nous sommes. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, en fait, je fais ce métier, je vais le dire très, très simplement, parce que j'aime les gens, parce que j'ai envie de rencontrer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir et je trouve que le métier de journaliste, de ce point de vue-là, offre une possibilité assez exceptionnelle de vivre cette passion et cet intérêt-là. D'abord, la volonté de faire ce métier depuis presque toujours. C'est-à-dire que je me revois au lycée lorsqu'il y avait, vous savez, vous avez connu ça, les journées Porte profession, ouverte, découverte métier, porte ouverte, etc. J'allais toujours, moi, sur le stand du journal là, c'était Ouest France en l'occurrence, qui venait souvent faire des présentations au lycée. Et donc, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et pour ça, je me suis dit à l'époque, est-ce qu'il vaut mieux pas parce qu'à l'époque, c'était comme aujourd'hui, hein, c'était il y a 30 ans comme maintenant, tout le monde me disait: «C'est un métier bouché, tu ne trouveras pas de boucher, tu n'auras pas de boulot, c'est la catastrophe, c'est même pas la peine d'y rêver» et cetera et cetera. Donc moi, quand je suis interviewé et c'est assez régulièrement ou que je suis appelé à témoigner devant des étudiants ou des jeunes qui s'intéressent à ce métier, je leur dis: «Si vous avez envie de faire ce métier, d'abord accrochez-vous à votre rêve, parce que ça c'est important, et donnez-vous les moyens de le faire. Et le moyen que j'avais trouvé pour y parvenir, c'était de me dire, bon, j'aime bien l'économie, c'est une spécialisation, c'est peut-être bien d'acquérir une spécialité, une spécialisation, plutôt que de vouloir être journaliste, un grand reporter, etc., sans avoir de base un peu solide. Donc je vais commencer par de la presse spécialisée, c'est peut-être un peu moins glamour, mais ça va m'apprendre mon métier et ça me permettra d'évoluer. Donc j'ai fait, pour répondre à ta question, une formation universitaire. J'ai fait une licence de sciences économiques à Rennes et puis ensuite j'ai présenté le concours de Sciences Po, j'ai été pris, Sciences Po à Paris et là, j'ai fait des stages, qui m'ont permis j'ai fait un stage à la fin de ma deuxième année à l'Usine Nouvelle qui m'a qui a été le journal qui m'a embauché à la fin de mon service militaire parce que comme je suis très vieux, le service national existait encore à l'époque. Voilà, donc un parcours finalement assez linéaire, avec, une envie forte et ancienne de faire ce métier et une capacité d'adaptation au gré des circonstances, pour le réinventer le cas échéant lorsque c'était nécessaire. Moi, ce qui me plaît dans la manière dont je pilote ma vie professionnelle maintenant depuis quelques années, c'est, d'être en permanence dans une posture, de découverte, de rencontre, d'apprentissage, d'enrichissement par les relations, par les contacts, par les thèmes que j'aborde. Il y a pas une journée qui ressemble à une autre, il y a pas de routine, ça c'est le maître mot. Il n'y a pas de routine et c'est tant que j'ai l'énergie, que j'espère que vous entendez à travers mes propos, qui me donne, envie de me lever le matin pour justement, rencontrer, animer, comprendre et cetera. Bon, je trouve que finalement je suis, très privilégié.
Il y a maintenant une quinzaine d'années, j'étais donc correspondant d'un journal qui s'appelle la Gazette des communes, qui est un hebdomadaire, là aussi professionnel, qui est destiné aux personnes qui travaillent dans les collectivités territoriales, les communes, les départements, les mairies. Donc c'est vraiment pour les agents territoriaux, comme on dit. Et cet hebdomadaire, il y avait une rubrique portrait qui permettait, à la fin du journal, de faire un portrait d'un agent territorial. Et j'avais rencontré je me souviens vraiment avec un peu d'émotion en vous en parlant, parce que ça reste une très belle rencontre humaine. J'avais rencontré Madeleine. Madeleine, elle était agent au service de la ville de Saint-Brieuc, et elle était en charge à la communication interne, et elle avait pour rôle elle avait développé en fait dans son métier un accompagnement des agents de la ville qui partaient à la retraite. Et avant qu'ils ne partent, elle en faisait un petit portrait, elle faisait des petits bouquins de paroles et de parcours d'agents de la ville de Saint-Brieuc. Donc les agents, c'était les agents d'entretien, les dames de la cantine, l'agent d'accueil de la mairie. Enfin, vous voyez, des portraits très simples, de gens très simples, un peu les invisibles, comme on dit aujourd'hui. Et elle avait réussi, par le talent qui était le sien, à travers ses écrits, puis les photos qu'elle prenait d'eux aussi en situation. Elle allait chez eux, elle allait à leur domicile. Et c'était des tranches de vie. Je crois que d'ailleurs, c'était le titre de ces petits opuscules. Elle en sortait un par an, des tranches de vie qui étaient remarquables. Et la rencontre que nous avions eue ensemble, alors que je ne la connaissais pas, avait été remarquable. C'est-à-dire qu'il y avait eu, on avait réussi à échanger sur son projet, sur ce qu'elle faisait, sur les valeurs qu'elle portait à travers cet exercice. Et j'avais restitué ça, moi, Mmh. avec mes mots, dans ce portrait. Et je sais que ça l'avait touché. Je sais qu'elle m'avait dit, ben, alors à la fin, on se tutoyait, on ne se connaissait pas pourtant à la fin. Mais ouais, vous m'avez bien cerné, etc. Donc ça, c'est une belle rencontre. J'en ai eu d'autres. J'avais fait pour l'Express un reportage à l'hôpital de Saint-Malo. C'est un secteur pourtant, le monde médical, que je ne connais pas tellement. Et c'était dans le cadre, vous savez, de ce qu'on appelle les marronniers des grands hebdos, le classement des meilleurs hôpitaux de votre région. Et l'hôpital de Saint-Malo avait regagné des places dans le classement par rapport à l'édition précédente, parce qu'ils avaient mis en place une politique de sécurité sanitaire un petit peu plus adaptée. Et donc, on m'avait demandé de réaliser un reportage assez long de plusieurs pages en immersion dans l'hôpital de Saint-Malo pour raconter comment il s'y était pris. Et là, c'est pareil. Je m'étais plongé dans cet exercice. J'avais rencontré des médecins, responsables hospitaliers, etc. Et j'avais fait un dossier qui avait eu un bon écho, notamment de la part de ces professionnels qui m'avaient dit, et j'avais été touché de ce retour, qu'ils ne s'étaient pas sentis trahis par ce que j'avais raconté, que la restitution de ce que j'avais perçu de leur métier, de leurs contraintes, de leurs difficultés, mais aussi de leur réalité, était conforme à ce qu'ils vivaient. Et j'avais pris ça évidemment pour un chouette compliment. Je m'étais dit, bah oui, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, pour essayer d'être dans la transmission. Voilà deux exemples différents, mais je pourrais en trouver bien d'autres. Alors Et déjà, bah, évidemment, en avoir envie, ça c'est indispensable. Heu, Adopter une posture de curiosité et d'humilité. Je m'explique. Le danger quand on fait ce métier, c'est de considérer qu'on a trouvé ce qu'on cherche avant d'avoir commencé à enquêter, ou de vouloir absolument que la réalité corresponde à ce que l'on imagine de ce qu'elle pourrait être. Ça aussi, je l'ai vécu en tant que jeune journaliste, et c'est un danger. C'est-à-dire que si tu pars en reportage en disant je suis sûr que c'est comme ça que ça se passe, eh ben, tu vas orienter ton enquête en retenant que ce qui vient valider ton intuition et en écartant tout ce qui vient au contraire l'atténuer ou l'invalider. La réalité, c'est jamais tout noir ou tout blanc. On est toujours dans le gris clair ou dans le gris foncé, dans le complexe. C'est des histoires d'humains, de relations, etc. Donc, les trucs à l'emporte-pièce, ça, il faut s'en méfier au maximum. Et il faut accepter, et c'est pas facile, de découvrir que finalement, ce qu'on imaginait trouver ne correspond pas du tout à ce qu'on avait pensé au départ. Et bah, ça nécessite de mettre à distance aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de conviction et pas de. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut accepter que la réalité correspond pas forcément à ce qu'on imaginait qu'elle soit.
Donc ça, c'est une première chose. Après, en fonction du type de média dans lequel on intervient, et c'est de plus en plus vrai, j'allais ajouter malheureusement avec la vitesse des médias sociaux, des réseaux sociaux, etc., il faut accepter de travailler vite, parfois dans l'urgence. Donc c'est vrai que c'est un atout de pouvoir écrire rapidement, d'être à l'aise, soit à l'oral, soit à l'écrit, de plus en plus dans les deux dimensions, pour réagir vite. Mais là aussi, petit warning, il faut essayer de ne pas être esclave de cette vitesse et ne pas confondre vitesse et précipitation. On a de plus en plus besoin, justement, à l'heure des fake news, des informations non vérifiées, des rumeurs qui se répandent par le biais des réseaux, on a de plus en plus besoin de recul, de vérification, de prendre son temps. Donc c'est un petit peu paradoxal, prendre son temps en allant vite, voilà. Mais c'est indispensable, en tout cas professionnellement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Écouter ses envies, ne pas oublier ses rêves, se dire que on n'a qu'une vie, elle nous appartient et c'est important de se donner les moyens et on a le droit d'échouer. Et ça, c'est vachement important. Et en France, malheureusement, la culture de l'échec n'est pas du tout prise en compte comme elle devrait l'être. J'entends par là que c'est pas grave de se tromper. Si je me suis trompé, c'est avant tout que j'ai essayé et rien n'est pire que de ne rien faire. Donc, il faut essayer et il faut oser. Après, ça peut ne pas marcher. Ça peut aussi déboucher sur quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais qui va être formidable. Donc, se mettre en mouvement et être guidé par ses envies et par ses rêves, surtout à votre âge. Quand on a 20 ans, c'est le moment où on doit se dire que tout est possible. Et surtout, ne pas se freiner pour des jugements, des petites musiques. Ah, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, etc. Non, non, non. Allez-y, allez-y, j'ai envie de dire, essayez de prendre plaisir aussi dans ce que vous faites, de donner du sens à votre activité, se dire en quoi ce que je fais euh, peut être utile au monde aussi. Enfin, ça peut être, ça paraître prétentieux ou exagéré de dire ça comme ça, mais très simplement, en quoi l'activité que j'envisage a un impact positif sur le monde qu'on est en train de construire. Parce que là, en ce moment, tout le monde parle du monde d'après, après la crise, le Covid, etc. Moi, j'ai envie de dire, c'est le monde de maintenant. Et le monde de maintenant, c'est nous qui le fabriquons. Donc, ne le laissons pas à d'autres. Emparons-nous de la possibilité d'être des acteurs du changement qu'on souhaite ou tout simplement de la vie qu'on a envie de vivre. Donc, c'est ça le conseil que j'ai envie de donner. La presse, c'est une association qui réunit des professionnels de l'information et de la communication. On y trouve à la fois des journalistes et des communicants, comme on dit, qui se réunissent régulièrement pour à la fois proposer aux membres, qui sont donc les adhérents du club, qui appartiennent à ces deux catégories professionnelles, des journalistes et des communicants, des activités sous la forme de rencontres, d'informations sur l'évolution du métier, sur des moments de convivialité aussi, des moments de veille et de défense, en tout cas d'attention portée à l'exercice de l'information, du métier d'informer dans la situation actuelle. On sait que c'est parfois compliqué d'exercer ce métier, donc on est aussi toujours très vigilant à la manière dont s'exerce le métier, la liberté de la presse, le rôle et la situation économique des plus fragiles d'entre nous, les pigistes, etc., la défense de leurs droits. On n'est pas un syndicat professionnel, mais on est toujours attentif à l'accompagnement de ces problématiques-là. Et puis, et c'est très important, depuis quelques années, on a développé une action spécifique en faveur de ce que l'on appelle l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire qu'on propose aux membres du Club de la Presse de s'investir, s'ils le souhaitent, au travers d'initiatives en direction des écoles, en direction de différents publics pour faire de l'éducation aux médias, aider les jeunes à savoir repérer une fake news, une information vérifiée, comment se fabrique l'information, enfin
plein d'actions qui permettent de porter un regard critique et informé sur les médias. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe pas mal. On fait ça en partenariat avec l'éducation nationale, avec le CLEMI, avec différents acteurs qui viennent solliciter les ressources du club pour justement co-construire ensemble ce type de programme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une dimension qui prend de plus en plus de place et qui est intéressante aussi pour les membres du club de la presse et notamment les pigistes. On entend en ce moment avec la crise que traverse la presse, elle n'est pas récente cette crise, mais elle est encore accentuée par des difficultés liées à des problématiques comme la faillite de Prestalis qui distribue les journaux en France. Donc il y a plein de problèmes économiques en ce moment dans les médias, donc ils réduisent la voilure. Les premières variables d'ajustement toujours, ce sont les journalistes à la pige. Donc ça permet, l'éducation aux médias permet à certains de nos confrères bien de trouver un complément de revenus qui est cohérent avec leur engagement et leur professionnalisme et en plus qui fait œuvre utile par rapport aux attentes sociétales sur ces questions-là. Alors moi, je vais vraiment parler en mon nom et c'est pas du tout un plaidoyer qui est partagé par l'ensemble de la profession. Donc, je ne suis porte-parole de personne, sinon de moi-même dans ce que je vais vous dire. Mais moi, je suis très attaché de plus en plus à une forme de journalisme que l'on appelle, qui s'appelle le journalisme de solution, avec un S, solution, qui est une manière de faire notre métier en essayant de mettre en lumière des initiatives porteuses de sens pour l'époque que nous vivons. C'est-à-dire, pour dire les choses autrement, ne pas uniquement s'intéresser aux trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais aller voir, peut-être faire ce pas de côté pour aller à la rencontre d'initiatives citoyennes, d'actions qui sont des actions de solidarité, des actions d'innovation, qui inventent là aussi une autre manière de voir le monde et surtout de répondre aux enjeux qui s'imposent aujourd'hui à notre monde, à la planète, à nos générations et à celles qui viennent, des enjeux de dérèglement climatique, de solidarité avec les réfugiés, avec la montée aussi des nationalismes, enfin, toutes ces questions-là qui viennent percuter notre vivre ensemble. Moi, je pense que le journalisme de solution, puisque c'est ainsi que certains l'appellent, le journalisme d'impact, j'aime bien aussi ce terme qui dit que voilà, c'est un journal qui a un impact sur les lecteurs. C'est intéressant pour faire bouger les lignes. Alors, on va me rétorquer que c'est le pays des bisounours. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette approche-là parce que c'est aussi montrer que face à des situations compliquées, complexes, eh bien, il y a des solutions qui peuvent émerger et c'est celle-là qu'on met en lumière. Voilà, donc c'est pas la dénonciation des turpitudes du temps, c'est pas aller dénoncer machin qui pique dans la caisse, bidule qui détourne ceci ou cela. D'autres le font très bien. C'est pour ça qu'il y a une pluralité de types de médias qui existent et c'est parfait. Moi, c'est plutôt celui que je viens de décrire qui, pour ma part, m'intéresserait. Mais la difficulté, c'est qu'il faut trouver le modèle économique qui va avec, et ça, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Vous pouvez suivre la page LinkedIn du média BAM, du business à la mission là, que je suis en train de lancer. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur ma page Facebook et sur mon site internet xavierdemonfils.com. Voilà.